19e délibération, modification des tarifs de vente du compost normé produit à Lavocette. La parole est à Monsieur Gachet. Oui, alors donc, il est rappelé que la station de compostage produit environ 700 tonnes de compost normé, dont les qualités agronomiques sont reconnues en milieu agricole ou horticole. La station de compostage produit plus de compost qu'on avait prévu et on a de la peine à écouler tout ce que l'on produit. Donc pour arriver à tout écouler, eh bien, on va réduire les prix. Par exemple, on avait la tonne pour les agriculteurs qui était à 8 euros, on va la passer à 4 euros si vous êtes d'accord. Et puis pour les livraisons, aussi dans la région de 12 km, qu'on était à 10 euros, on va passer 5 euros. Et on fera la même chose pour les habitants de Luçon. Le mètre cube qui était à 15 euros, on veut le passer à 10 euros. Et pour les habitants hors Luçon, de 30 euros, on voudrait passer à 20 euros. Donc c'est une diminution des prix du compost pour arriver à l'écouler parce que ça s'entasse là-bas. Et puis si on en a trop, on ne saura plus quoi en faire, quoi. Donc on va faire quelque chose de plus intéressant pour les agriculteurs. Je pense qu'on va leur écrire pour les informer de ces tarifs-là et qu'on pourra donc tout évacuer assez rapidement. Intervention, question. Donc qui est pour? Donc unanimité, donc je vous en remercie. Nous allons maintenant voir si vous êtes d'accord pour acheter le parvis de la gare SNCF au cours de la 20e délibération, traité par M. Gachet. Bien, donc le parvis de la SNCF, on en a parlé déjà plusieurs fois. Et donc là, vu le plan projeté de division par le cabinet des géomètres experts, divisant ce parti en deux parcelles, 6 avenue Émile Bossire, on a les références qui sont ici, et on a une superficie de 1840 m² et de 768 m². Les 1847 m², ce sont la place, la petite place de la gare, et les 768 m², c'est le petit parking qui se trouve sur la droite quand on arrive. Donc on a négocié avec la SNCF et la SNCF est d'accord pour nous vendre l'ensemble de ce bien à 1,53 € le mètre carré. Donc je crois que c'est intéressant pour nous et ça nous permettra surtout de pouvoir réhabiliter cet espace qui pour l'instant n'est pas en très très bon état, quoi. Alors considérant le souhait de la commune d'aménager et de valoriser cet accès à son territoire, la commission d'urbanisme et des finances ont donné leur accord et entendu l'exposé de son rapporteur. Le conseil municipal, après en avoir délibéré, autorise l'achat des parcelles 6 avenue Émile Bossire, référencées AN 565A et AN 565B, dont les superficies sont de 1847 m² et de 768, pour un montant global de 4 000 €. Ce qui fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, 1,53 € le mètre carré. À la SNCF Réseau et SNCF Mobilité, représenté par la SNCF Immobilier, en la personne de M. Thierry Coutan, directeur de la direction immobilière territoriale ouest et de SNCF Immobilier, demeurant professionnellement 15 boulevard Stalingrad à Nantes 44 000. Et autorise M. le maire ou moi-même à signer l'acte notarié portant transfert de propriété au profit de la commune de tous les documents liés à ce dossier. Donc le but est de réhabiliter cet espace, si possible dès l'année prochaine, si notre budget le permet, et de le réhabiliter pour plus de fonctionnalité et surtout plus de sécurité, parce que pour l'instant on n'a pas de quai pour les cars, c'est pas aménagé. Donc ce serait intéressant de pouvoir le faire dès l'année prochaine si possible. Voilà. Des remarques ou des questions? On va enfin pouvoir réhabiliter ce lieu. C'était le mot que je voulais dire, enfin. Oui, oui, oui. Donc je dirais que dans un premier temps, effectivement, le prix est vraiment pas élevé, donc tant mieux, il faut en profiter. Il y en aura un plus élevé derrière que la SNCF n'a jamais voulu faire. Voilà, on sait pourquoi. Donc je dirais que dans un premier temps, on pourra au moins boucher les trous, ce qui sera une bonne chose. On pourra le faire. Et il y a quelque chose de plutôt sympathique à créer là-bas. C'est quand même une entrée de ville à l'intérieur de la ville, puisque quand on descend du train, on arrive quand même dans Luçon, et que la première image que l'on voit de la ville, bon, c'est pas le plus accueillant comme quartier. Je pense qu'il y a quelque chose de sympathique à faire et à créer aussi avec l'urbanisme et avec
Donc les espaces verts, avec les espaces verts, donc voilà, c'est un budget qui pourrait être conséquent, mais il y a c'est un quartier à redynamiser et une belle entrée de ville à faire en intramuros. Il y a des plans qui sont déjà faits, qui peuvent évoluer encore. Et au niveau finance, on aura des subventions de la région notamment, peut-être du département, mais il y aura certainement il y aura un coût pour la ville, mais ce sera une nette amélioration quand même pour ce secteur-là. Voilà. D'autres interventions? Donc je le soumets à votre vote. Qui est pour? Unanimité, je vous en remercie. 21e délibération convention avec la Fédération de Vendée pour la pêche et la protection du milieu aquatique. La parole est à Monsieur Gachet. Alors, je vous fais grâce du début. Considérant que la Fédération de Vendée pour la pêche et la protection du milieu aquatique intervient depuis de nombreuses années sur le territoire communal, considérant que la Fédération de Vendée pour la pêche et la protection du milieu aquatique souhaite dorénavant bénéficier d'une mise à disposition des droits de pêche et de passage sur les parcelles subdivisées, considérant qu'il est nécessaire d'établir une convention, ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve les termes de la convention avec la Fédération de Vendée pour la pêche et la protection du milieu aquatique, dont le siège est la maison de la pêche et de la nature de Plessis et Bourgenay à la Ferrière, et autorise monsieur le maire ou moi-même à signer tous les documents à ce dossier. Alors, que dit cette convention? Elle autorise la Fédération de la pêche de Vendée à exercer des contrôles sur ce territoire. Parce que la Gaule bretonne, entre autres Alvine, notamment sur le canal de la Marguerite ou dans ce secteur, mais n'avait pas d'autorisation de passage. Et comme ils se sont aperçus qu'il y avait un peu de braconnage, eh bien, ça leur permettra de pouvoir exercer un contrôle et puis de faire un petit peu de la police sur ce secteur-là. C'est le but de cette convention. Des remarques, des questions, M. Nolot? Je viens d'apprendre une chose, je pensais que les gardes de pêche pouvaient passer partout. A priori, les gardes de chasse, oui, mais pas les gardes de pêche. Alors. Et là, s'il n'est pas habilité à passer sur ce territoire, il ne pouvait pas intervenir. Ah. Il passait et puis il pouvait dire aux gens ce qu'il faisait n'était pas bien, mais il ne pouvait pas verbaliser, il n'avait pas quoi. Non, c'est important parce qu'aujourd'hui, on entend écho, il y a des gens qui mettent des filets, des choses. Bon, voilà, on est dans un milieu à protéger. Et c'est bien d'accord. C'est une bonne chose que non, mais puisse y avoir des contrôles. C'est surtout par rapport à l'alvinage qu'ils font, parce que bon, il alvinait et puis les autres attendaient derrière. Ok. D'autres interventions? Donc, qui est pour? Unanimité, donc je vous en remercie. La 22e délibération va traiter de l'adoption d'un règlement intérieur applicable au service de restauration scolaire de la ville de Luçon. La parole est à Madame Reculot. Merci, Monsieur le maire. Vu le Code général des collectivités territoriales, dans le cadre du temps méridien, la ville de Luçon organise un service de restauration municipale pour les écoles luçonnaises. Chaque jour, près de 600 repas sont livrés en liaison froide aux offices des écoles et aux centres de loisirs, avant d'être réchauffés et servis par les enfants, par les agents municipaux, pour les enfants, par les agents municipaux. La ville de Luçon assure l'encadrement des enfants, propose des repas équilibrés, organise une éducation nutritionnelle adaptée à l'âge des enfants et un temps d'animation dans le respect du besoin de détente de chacun. La ville de Luçon souhaite modifier le règlement intérieur permettant de définir les modalités de fonctionnement du service de restauration scolaire municipale. À cet effet, les parents utilisateurs s'engagent à respecter le dit règlement. Et vu l'avis favorable de la Commission des affaires scolaires du 27 juin 2016, ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve les termes du règlement intérieur de la restauration scolaire de Luçon. Ce règlement est joint en annexe 2. Des modifications ont été apportées concernant certains points par rapport aux réinscriptions suite un petit peu à ce qu'on a dit lors de la délibération 6 par rapport aux familles qui ne payaient pas et disons que ça n'était pas suffisamment cadré, donc les textes ont été revus en conséquence en disant que les familles qui n'auraient pas réglé la totalité de leurs prestations sur la restauration scolaire ne pourraient pas forcément faire réinscrire les enfants l'année scolaire suivante. C'est tout
surtout dans ce cadre-là. Et aussi pour l'inscription des enfants où les délais n'étaient pas forcément respectés, où on a resserré un petit peu le cadre de ces inscriptions pour qu'elles soient respectées au maximum. Sinon, il y a des pénalités supérieures qui ont été notées dans ce nouveau règlement pour essayer que les parents puissent répondre au maximum à la demande qui leur est faite en début d'année scolaire. Voilà, avez-vous des remarques, des questions? Lolo ? Comme vous l'avez dit tout à l'heure, il faut marteler le fait que tout service pris doit être payé. Ça, c'est une certitude. Maintenant, attention à ne pas exclure non plus des gens qui sont déjà dans l'exclusion. Non, c'est évident. Voilà, c'est la chose la plus compliquée aujourd'hui. Il y a un règlement peut-être qu'il faudra passer. Déjà, malheureusement, bien sûr. Il y a des familles qui n'inscrivent pas les enfants et qui les laissent entre midi et 14h et qui ne viennent pas les chercher. Donc on ne les laisse pas dans la cour de l'école. Ils prennent les repas. Oui, c'est évident. C'est toujours la même chose entre, quelquefois, les obligations ou l'impossibilité, et puis profiter de certaines situations. Il y a une marge. Je veux dire que la solidarité, oui. Le profit. Les profits et les abus, bon, voilà. Il faut être. C'est toujours difficile. C'est toujours difficile. Surtout quand il s'agit des enfants. Voilà. D'autres remarques ou questions ? Donc je le soumets à votre vote, qui est pour. À l'unanimité, donc je vous en remercie. 23e délibération, frais de scolarité pour l'accueil des enfants des communes voisines dans les écoles primaires. La parole est à Madame Reculot. Vu le Code général des collectivités locales, vu la loi 2009-1312 du 28 octobre 2009, tendant à garantir la parité de financement entre les écoles élémentaires publiques et privées sous contrat d'association, lorsqu'elles accueillent des élèves scolarisés hors de leur commune de résidence, vu le Code de l'éducation et notamment l'article 442.5.1 relatif à la contribution de la commune de résidence pour un élève scolarisé dans une autre commune, considérant la nécessité de faire participer la commune de résidence aux frais de scolarité des enfants domiciliés sur son territoire, vu l'avis favorable de la commission scolaire du 27 juin 2016, vu l'avis favorable de la commission des finances du 28 juin 2016, ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide qu'une participation sera demandée aux communes pour l'accueil des élèves des communes voisines dans les écoles primaires pour le cas où la commune de résidence n'a pas de structure pour l'accueil des enfants, et dit que la participation financière concerne les élèves des classes maternelles élémentaires, y compris les classes d'intégration scolaire, ULIS, et fixe la participation financière aux frais de fonctionnement à la hauteur du montant arrêté par le département pour l'année 2015-2016, soit 636,09 € par élève scolarisé dans les écoles et dans les classes élémentaires et 1 490,30 € par élève scolarisé dans les classes maternelles. Des remarques, des questions? Je comprends tous les ans. Donc je le soumets à votre vote. Et des contre, des abstentions, qui est pour? Unanimité, donc je vous en remercie. 24e délibération, base nautique municipale, convention de mise à disposition de la base nautique, utilisation des installations de la base par l'association Canoë-Kayak Luçonnaise. La parole est à Monsieur Edouard. Merci Monsieur le maire. Vu le Code général des collectivités territoriales, considérant que l'association sportive CKL a pour objectif de développer les activités canoë-kayak auprès de la population luçonnaise, vu l'avis favorable de la commission des finances du 28 juin 2016, ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve les termes de la convention et autorise Monsieur le maire à signer la convention de partenariat. Donc la convention est jointe, c'est une convention qu'on fait de mise à disposition. Je rappelle que le canoë donc, peut utiliser le matériel, c'est le but de la convention, et aussi l'équipement par rapport au rangement. Voilà. Même si actuellement le plan d'eau n'est pas utilisable pour leur activité. Remarque, question? Je voulais rebondir sur justement l'utilisation du plan d'eau. Où en est-on aujourd'hui? Je sais qu'il y a un projet qui a l'air d'être en route derrière, et savoir
quel devenir aujourd'hui? Est-ce que c'est la fin définitive de la voile sur le plan d'eau? Alors, Claire avait posé la question. je vous rappelle qu'en fait, les qualités de l'eau n'ont pas changé. C'est tout simplement les normes qui ont changé. Bon, quoi qu'il en soit, il faut donc regarder un petit peu ce qu'il en est. J'allais dire de ce problème, on peut en tirer quelque chose donc d'assez positif. Bon, pour être clair, ce plan d'eau, c'est une horreur environnementale. Quelque chose d'artificiel sur 42 hectares, qui est au-dessus du niveau du marais, qui est tenu par des digues, qui s'agrandit sans arrêt et qui est alimenté par des eaux souterraines. Bon, voilà, il est là. Malheureusement, il faut bien faire avec. Donc, il y a une étude qui est lancée aujourd'hui en partenariat avec la ville de Luçon et le parc naturel régional du Marais Poitevin sur ce qu'on peut faire de cette surface. L'idée serait, alors je parle au conditionnel parce que bien sûr il faut voir un petit peu ce que ça va donner, de réduire à peu près de 2/3 la surface d'eau, donc il resterait à peu près 15 hectares, et de transformer une roselière d'un côté avec des observations qui sont des observations d'oiseaux en particulier, mais non pas j'allais dire uniquement sur cette surface-là, mais au contraire réhabiliter du coup la totalité donc des surfaces qu'il y a derrière, donc dans ce milieu de marais qui est un milieu donc du point de vue de biodiversité qui est important. Et puis une autre partie qui est tout simplement celle qui serait la plus proche des pompages à l'heure actuelle, de manière à pouvoir avoir des pompes qui ramènent donc l'eau à ce niveau-là. Donc on ferait une circulation d'eau, donc de circulation d'air, qui diminuerait les cyanophycées qui, elles, sont anaérobies, et pour les passer sur des épurations qui sont des épurations naturelles, avec donc des plantations qui permettraient d'avoir une amélioration de la qualité de l'eau, sachant que les 15 hectares restants pourraient être en effet rouverts à la fois à la navigation, mais aussi à la pêche, etc. Donc c'est des conventions qui restent à faire. Mais pour l'instant, on en est uniquement à l'étude. Et les montants de l'étude viennent d'être votés par le parc naturel régional du Marais Poitevin. Voilà. Donc quelque chose de plus quand je dis plus environnemental, j'allais dire de moins dur pour l'environnement que ce qui existe à l'heure actuelle, et qui malheureusement, moi, m'a toujours un petit peu choqué, mais bon, il est là. Voilà. Donc j'ai répondu. Donc si vous le voulez bien, on peut soumettre donc cette délibération. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Qui est pour? Unanimité, donc je vous en remercie. Alors, les délibérations culturelles, en l'absence donc de Madame Parpaillon, donc je vais vous les traiter. La première, c'est la saison culturelle 2016-2017, convention de partenariat avec l'association Clic Photo 85. En fait, si vous voulez, c'est qu'on cherche à faire au sein du Minandi une mémoire de ce qui s'y passe, hein, puisqu'on a une programmation culturelle qui est reconnue, et qu'il est bien d'avoir des photos de très bonne qualité, hein, qui sont donc assurées par le club donc Clic Photo 85. Ça a un coût, parce qu'il y a les tirages, il y a quand même pas mal de choses, donc si vous voulez, qui sont faites à ce niveau, qui demandent du temps et de l'argent. Et donc il vous est proposé d'aider donc cette association en passant donc une convention avec eux pour pouvoir permettre donc de mettre en place cette mémoire donc de la programmation donc municipale, hein, avec l'association. Donc ce que je vous propose, c'est d'approuver les termes de la convention de partenariat, hein, et de m'autoriser, ou Madame Parpaillon, à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier. Avez-vous des remarques ou des questions? Oui, Monsieur Nolot. Concernant cette association, cette jeune association, donc comme je vous l'ai dit la dernière fois, je ne sais pas qui est derrière, hein,
qui a récupéré une subvention assez importante cette année de 4 500 et quelques euros, va intervenir pour le Milandi. Alors, promouvoir les spectacles, je veux bien. Aujourd'hui, on a déjà TéléSV qui est là et qui filme la quasi-totalité, ou au moins qui fait un résumé des spectacles, ce qui est une bonne chose. Il me semble aussi possible d'avoir, avec un bon matériel, faire de bonnes photos en même temps que l'on filme. Ça, c'est une chose. On peut, effectivement, je m'étais posé la question pourquoi ça passait donc en commission des finances, puisque le montant n'était pas affiché. Donc, non, mais ça va en créer. regardant que j'ai vu les 500 euros. Donc voilà. Il y a des, voilà, 500 euros pour donc diffuser de la photo numérique, parce qu'aujourd'hui on est sur le numérique. Si on ne l'est pas, ça me paraît énorme. On a des tirages. Aujourd'hui, de la photo numérique, ça coûte quasi rien si ce n'est le matériel qui est déjà fourni et une carte mémoire. Donc voilà. Et dernier point, c'est voilà, de voir dans la charge du théâtre de réserver 2 places. Alors je vois pas pourquoi 2 places, à moins qu'ils fassent des photos à 2. Ça me paraît un peu étonnant. On donne 2 invitations à un photographe. Je ne sais pas pourquoi il y a des invitations, puisqu'il devrait avoir une accréditation pour faire ses photos. Voilà. C'est des choses qui nous posent question et je pense que ça fait un doublon de ce qui existe déjà aujourd'hui. Alors, pour vous répondre, entre le film et l'image, on n'a pas des techniques qui sont tout à fait identiques. C'est surtout que je rends hommage d'abord à la qualité de ce qui est fait par TLSV et je vous remercie de l'avoir appuyé sur ce qui se passe dans la ville en règle générale et sur le Milandi en particulier. Ceci dit, je peux vous dire que les agents de TLSV sont déjà très très occupés. Si en plus je leur demandais de faire toutes les retouches qu'il y a à faire pour obtenir les photos telles qu'on les obtient par l'association, les 500 euros, on va les exploser en heures supplémentaires. Peut-être que les agents de TLSV seraient contents, mais voilà, bon, baisse de dotation de l'État, donc c'est pas, voilà, on va rajouter là-dessus. Trêve de plaisanterie, je veux dire que tout ça, c'est pas tout à fait donc la même chose. Alors il y a des tirages sur papier. Qui sont quand même relativement coûteux, qui expliquent aussi ce qu'on fait. Alors pourquoi 2 ? C'est parce que très souvent ils sont en effet soit 2 photographes, soit un photographe qui est accompagné par son épouse. Bon, ça me semble être quelquefois de bon augure de permettre aux gens d'être accompagnés. Voilà. Plutôt que de passer des soirées, attendre son conjoint, de partager avec lui des moments pour lesquels il se donne à la collectivité, c'est pas ce qui me choque le plus. Voilà. Avez-vous d'autres remarques ? Oui. Moi, la promotion du spectacle, voilà, je vous dis, on a un service qui est déjà apte et qui est capable aujourd'hui de le faire. On a un service pareil. Je suis en train de chercher une communication qui est assez développée aujourd'hui pour avoir ne serait-ce que même les personnes présentes au théâtre pour pouvoir faire des photos. Effectivement, derrière, il y a des retouches photos. Bon, je ne pense pas que vous allez paraître dans la presse ou dans un magazine spécialisé. Voilà, ça me paraît étonnant. Alors, je vous rappelle qu'il y a ça, mais il y a aussi le fait que le Club Photo intervient dans l'étape et que là, ils ont des coûts, en particulier de développement, qui sont... C'est pas cher. Mais ça coûte cher, hein. Ça coûte cher. Ah ouais. Ah ouais. Ça coûte cher. Voilà. D'autres interventions ? Non, donc je le soumets à votre vote. Y a-t-il des contre ? Des abstentions ? Qui est pour ? Ah pardon, il y a 4 abstentions. Ok, et qui est pour ? Donc voilà. Donc 23 pour, 4 abstentions, je vous remercie. Alors, 26e délibération, ça, très classique. C'est la convention de partenariat culturel avec l'association Comité des Fêtes Villes de Luçon dans le cadre de la programmation Connaissance du Monde. Donc ça, c'est une chose qu'on prend donc tous les ans, tout simplement pour permettre, passer une convention pour permettre donc au Comité des Fêtes de la Ville de Luçon de pouvoir disposer du théâtre Milandi pour les conférences Connaissance du Monde. Donc je ne pense pas que j'ai à développer cette délibération, puisqu'on la prend tous les ans. Remarque, question ? Non ? Donc je le soumets à votre vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Donc à l'unanimité,
Autre délibération qu'on a l'habitude donc de prendre, c'est une convention de partenariat culturel avec l'association Le Drôle de Festival dans le cadre du Souffleur d'Arundel, concours scène du Souffleur. Donc je vous rappelle que chaque année il y a ce festival donc qui est sur j'allais dire le rire et les one-man show entre guillemets, et donc on a l'habitude dans le concours première scène on décernait un prix Milandi, et que ça permet donc à des gens qui ont gagné ce premier sourd Milandi d'être en première partie de la programmation du Milandi. Donc je vous propose tout simplement de reconduire cette convention donc chaque année, comme chaque année, et puis de me permettre donc à Madame Parpeillon ou à moi-même donc de signer la convention et toutes les pièces afférentes au dossier, même si cette année l'association, le Festival du Souffleur d'Arundel a vu une diminution conséquente de la part de la ville des Sables-d'Olonne, mais ils maintiennent quand même donc cette activité. Et pour notre part, il me semble intéressant de mettre en avant les talents locaux. Voilà. Des questions ou des remarques? Effectivement, moi j'étais premier surpris de voir la convention passer, puisque j'étais resté sur le fait que Ils avaient tout supprimé. Ils avaient non. tout supprimé. Non. Ils sont revenus à 50%, donc ils le voient un peu en diminution, mais gardent donc malgré tout ce drôle de festival. Je le soumets donc à votre vote s'il n'y a pas d'autres interventions. Donc y a-t-il des... qui est pour? On va le dire en direct. Unanimité, donc je vous en remercie. Nous allons parler maintenant de la mise à disposition de personnel municipal vers le CCAS de Luçon à titre gratuit. Et c'est donc Madame Simonet qui va parler donc de cette grande générosité de la ville de Luçon. Merci, Monsieur le maire. Donc c'est juste une mise à disposition que nous renouvelons, puisqu'il s'agit de Joël Robin, du service des ressources humaines, qui était déjà mise à disposition. Et cette mise à disposition, on la revote tous les 3 ans. Donc voilà. Donc afin de gérer de la meilleure façon possible le service des ressources humaines du Centre communal d'action sociale, il est nécessaire de procéder à la mise à disposition d'un agent municipal vers le Centre communal d'action sociale. Vu l'avis de la commission administrative paritaire du 23 juin 2016, vu l'avis favorable de la commission des finances du 28 juin 2016, ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve la mise à disposition à titre gratuit d'un agent de la ville de Luçon au profit du Centre communal d'action sociale pour une durée de 3 ans renouvelable à compter du 1er août 2016 et autorise Monsieur le maire ou moi-même à signer la convention ci-jointe pour la mise à disposition de cet agent communal auprès du Centre communal d'action sociale de Luçon, cette convention donnant lieu à un arrêté individuel de mise à disposition. Donc en annexe 7, vous avez donc la convention. Voilà, c'est une bonne nécessité pour le bon fonctionnement Oui. du CCAS. Y a-t-il des questions ou des interventions? Oui, monsieur Delon. On est bien d'accord que sur la mise à disposition gratuite, c'est la ville qui paye, mais qu'il ne refacture pas. Non. De toute façon, comme c'est la ville qui subventionne le CCAS, voilà. Voilà. Bien. C'est ça. Ok. Non, mais c'est vrai que c'est important, d'autant plus que c'est les RH qui établissent la paye de la ville, donc c'est vrai que... Voilà. La paye du CCAS, je veux dire, oui. Oui. Donc s'il n'y avait pas M. Robin qui serait là, il n'y aurait pas de paye pour le CCAS. Donc y a-t-il des gens qui sont contre que les gens du CCAS soient payés? Bon, y a-t-il des abstentions? Qui est pour? À l'unanimité, je vous en remercie. Mise en place du document unique d'évaluation des risques professionnels. La parole est à Madame Simonet. Merci, Monsieur le maire. Et là, on va dire enfin. Vu la délibération, non pas enfin pour la mise en place de ce document unique qui devrait être faite depuis un petit moment déjà, mais bon. Vu la délibération du conseil municipal C01708 en date du 17 décembre 2015 autorisant la présentation au Fonds national de prévention d'un dossier de subvention pour le projet d'évaluation des risques professionnels, considérant que l'autorité territoriale doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des agents, considérant que l'évaluation des risques professionnels et sa formalisation dans un document unique d'évaluation des risques professionnels présente un caractère obligatoire, considérant que cette évaluation des risques doit être réalisée par unité de travail,
Considérant que le plan d'action retenu permettra d'améliorer la santé, la sécurité et les conditions de travail des agents de la collectivité, la commune de Luçon s'engage dans une démarche d'amélioration continue dont l'étape initiale est la réalisation du document unique. Pour ce projet, il est prévu d'associer très largement les personnels, les partenaires sociaux de la commune de Luçon et l'assistant de prévention. Le pilotage de ces travaux requiert du temps et des compétences mobilisées au sein des services administratifs et techniques. Vu l'avis favorable de la Commission des finances du 28 juin 2016, ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, autorise Monsieur le maire à désigner les membres du comité de pilotage et sollicite l'assistant de prévention de la ville pour l'élaboration du document unique d'évaluation des risques professionnels. Alors juste une petite précision, c'est pas parce que le document n'était pas réalisé, enfin n'était pas réalisé, que nous ne faisions pas attention à la prévention et à la santé du personnel. Et autre chose, l'assistant de prévention suggérait la composition du COPIL ainsi, 2 élus qui se sentent investis par l'hygiène et la sécurité, donc par exemple M. Bonin et moi-même, 2 représentants CHSCT élus représentant les différents syndicats qui se sentent investis par l'évolution de l'hygiène et de la sécurité, 2 ou 3 chefs de service et l'assistant de prévention. Donc bon, à voir. Voilà, M. Charrier m'a fait remarquer qu'il ne s'agit pas des pilotages des travaux de la commune, mais de ces travaux déterminés par cela. Donc vous transformez le SES par un CES, s'il vous plaît. Voilà, avez-vous des remarques ou des questions? Oui. Je suppose que vous avez déjà travaillé sur ce document en dehors. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des lieux ou des endroits à risque pour la ville, type les serres avec la chaudière, je pense à ça, ou voilà. Est-ce qu'il y a déjà des constatations qui ont été faites? Non, Christian n'a pas relevé de choses de ce type-là. Non. Pas pour le moment. On verra. Mais de toute façon, je pense qu'on fera on va faire une présentation du document. Pour rebondir, on unique, en avait pourra, parlé dans le renouvellement des chaudières et puis il y avait question avec les serres, avec la chaudière, qui était dans le lieu de changement de vêtements de travail pour de vestiaires. Et voilà. On est en train de réfléchir sur les serres. Il y a des évolutions sans doute possibles. Maintenant, il faut regarder tous les tenants et les aboutissants. On en reparlera en temps et en Justement, heure. le changement de la chaudière se posait justement par rapport à ça. À voir. On verra un petit peu comment on va faire à ce niveau-là, mais c'est en effet bien d'avoir un document qui permet de voir les choses de plus près. D'autres remarques ou questions? Donc je le soumets à votre vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? À l'unanimité, merci. 30e délibération, adoption de la modification des statuts de la communauté de communes du Pays Né de la Mer dans le cadre de l'action sociale, loisirs éducatifs, enfants, jeunesse pour garantir la sécurité juridique de l'accueil des enfants le mercredi. La parole est à Monsieur Charpentier. Merci, Monsieur le maire. Donc, Monsieur le maire indique que par la délibération en date du 21 avril 2016, le conseil communautaire de la communauté de communes du Pays Né de la Mer a décidé de procéder à la modification de ces statuts afin de garantir la sécurité juridique de l'accueil des enfants le mercredi. Il indique que la réforme des rythmes scolaires a entraîné la modification de la réglementation des activités périscolaires organisées sous forme d'accueil de loisirs sans hébergement, ALSH, déclaré auprès de la direction départementale de la cohésion sociale. Auparavant, les ALSH du mercredi étaient considérés par le ministère en charge de la jeunesse comme faisant partie du temps extrascolaire. Or, l'assouplissement de la réforme des rythmes scolaires prévu par le décret du 7 mai 2014 permet aux communes bénéficiaires de regrouper les nouvelles activités périscolaires, TAP, NAP, sur un après-midi. De ce fait, il a été nécessaire de mieux clarifier la définition des accueils de loisirs périscolaires et des accueils de loisirs extrascolaires. Ainsi, les articles R 227.1 et 227.16 du Code de l'action sociale et des familles ont été modifiés et ont introduit une nouvelle définition des accueils de loisirs péri- ou extrascolaires. Les LSH périscolaires ont lieu durant les journées avec école, incluant les accueils du matin, du midi et du soir, TAP et périscolaires existants, et y ajoutant dorénavant les mercredis après-midi qui relevaient jusqu'alors du temps extrascolaire. Les LSH incluent également le regroupement des TAP NAP sur un après-midi de la semaine scolaire.
En revanche, les ALSH extrascolaires restent ceux qui sont organisés lorsqu'il n'y a pas d'école pendant les vacances scolaires ou les week-ends. Ainsi, les accueils de loisirs qui fonctionnent durant une journée où il y a de l'école sont désormais considérés comme des accueils de loisirs sans hébergement périscolaire. Or, la compétence actuelle de la communauté de communes concerne uniquement l'accueil de loisirs sans hébergement extrascolaire. Vu le Code général des collectivités territoriales, CGCT, et notamment des articles donc 1421-1, 5211-5 et 5211-17, les communes membres de la communauté de communes du Pays de la Mer sont appelées à se prononcer sur la modification des statuts communautaires par délibération concordante. Vu les statuts de la communauté de communes dont la dernière modification a été approuvée par le Conseil communautaire en date du 16 novembre 2015 et arrêtée par Monsieur le Préfet avec l'arrêté 2016 DRCTAJ 357 en date du 17 février 2016, vu les articles, alors je vous épargne, 227-1-16 du Code d'action sociale et des familles. Donc vu que le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de 3 mois à compter de la notification au maire de la commune de la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale pour se prononcer sur la modification des statuts communautaires, la majorité qualifiée doit être nécessaire à atteindre pour que cette modification des statuts soit officialisée par arrêté préfectoral. Ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, émet un avis favorable à la modification des statuts de la communauté de communes du Pays de la Mer concernant l'action sociale, loisirs éducatifs enfants-jeunesse, donc une politique éducative et de loisirs en faveur des publics jeunes âgés d'au moins 3 ans pendant leur temps libre d'intérêt communautaire défini dans le préambule. Le temps libre comprenant le temps libre extrascolaire identifié comme temps de petites et grandes vacances, ainsi que le mercredi, journée sans école, un temps libre périscolaire identifié uniquement comme mercredi après-midi sans école, étude et mise en œuvre de l'action dans le cadre de contrats conclus, notamment avec la caisse d'allocation familiale, dispositif contrat enfance-jeunesse, création, aménagement et gestion d'accueil de loisirs et d'accueil enfants-jeunesse d'intérêt communautaire, ainsi dans le préambule, défini dans le préambule, accueil de loisirs sans hébergement les Petits Malins à Triez et accueil de loisirs sans hébergement l'Escale des Mousses, l'Aiguillon-sur-Mer. Vous avez au niveau de l'annexe 8, que je ne vais pas reprendre, l'ensemble des actions. Donc les communes concernées et un récapitulatif des compétences obligatoires pour la communauté de communes et les compétences optionnelles qui peuvent être choisies par la nouvelle communauté de communes. Voilà, il y aura une interro écrite sur tous les articles qui ont été cités. Avez-vous des remarques ou des questions? Je crois qu'on l'a voté en conseil. Oui, en conseil communautaire. Je crois que la seule chose qu'il faut retenir de précis, c'est le périscolaire et l'extrascolaire. Ouais, voilà. C'est ça, c'est ça. Pas trompé. C'est ça. Et puis, question toujours la même, quel est le devenir de la moto-dame au 1er janvier 2017 Alors, tout dépend quelle est la définition des centres qui vont être retenus par la nouvelle communauté de communes et surtout l'intérêt communautaire. Donc ça, pour l'instant, c'est dans une discussion. Donc je ne peux pas vous dire aujourd'hui si jamais notre centre va correspondre à cette définition qui est en discussion avec l'ensemble des communes à l'heure actuelle. Et au-delà de ça, dans les autres communautés de communes, hors Pays de la Mer, comment sont gérés les centres de loisirs? Variable, c'est variable. Il y en a certains qui sont communautaires, d'autres qui sont gérés par des associations. Voilà. C'est un petit peu toute la... Oui, c'est optionnel. C'est optionnel. Oui. Voilà. D'autres remarques ou questions? Donc je le soumets à votre vote. Y a-t-il des gens qui sont contre, qui s'abstiennent, qui est pour? À l'unanimité, donc je vous en remercie. 31e délibération départementale de coopération intercommunale, la SDCI, arrêté du projet de périmètre. Alors en fait, cette délibération, si vous voulez, c'est l'aboutissement donc de tout le travail qui a été fait sur la réunion des 4 communautés de communes. Je vous rappelle un petit peu ce qu'il en était, c'est qu'il y a eu une proposition donc, qui a été faite par le préfet dans un premier temps, qui a été soumise à la SDCI, qui avait donné donc un avis favorable. Derrière, il y a eu une proposition qui a été faite auprès de l'ensemble des 44 communes concernées par ce nouveau périmètre, qui ont fait ressortir une majorité donc, de communes qui étaient pour. À partir de là, il y a eu un arrêté du préfet qui a déterminé donc une mise en place donc possible de ces 44 communes dans une seule et unique communauté de communes. Et maintenant, il doit y avoir une délibération finale qui est, un arrêté final qui est donné par le préfet, qui doit demander un avis
Alors c'est exclusivement un avis, c'est-à-dire que le préfet fait ce qu'il veut derrière pour entériner donc ce périmètre. Donc le périmètre, je vous le rappelle, c'est la réunion des 4 communautés de communes qui étaient, qui sont encore jusqu'à aujourd'hui et qui seront la communauté de communes donc du Pays de la Mer avec nos 11 communes, la communauté de communes du Pays Mareuillais, la communauté de communes du Pays de Saint-Hermine et la communauté de communes donc des îles du Marais-Poitevin, ce qui représente donc 44 communes avec 54 000 habitants, hein, donc qui va faire de cette structure la deuxième communauté de communes de Vendée après la communauté d'agglomération donc de La Roche-sur-Yon. Donc voilà, une structure qui va peser lors des discussions que l'on pourra avoir avec nos partenaires. Voilà, donc là j'ouvre bien entendu à toute personne qui veut dire quelque chose là-dessus. Monsieur Nolot. On a déjà eu le débat, c'était au mois d'octobre, je pense, au mois de novembre. Pardon, oui, oui, en fait c'est la même délibération. Hein. Oui. Ouais. Mais il aurait été bon de remettre encore une carte, je pense, qu'on se rende bien compte que la Jaudonnière va faire partie du même territoire que la Tranche-sur-Mer. Ça aurait été pas mal. Au-delà de ça... Comment je dois entendre ça? Au-delà de ça, notre position n'a pas changé sur le fait qu'on n'était pas dans l'obligation, nous, de pouvoir fusionner, ou alors de fusionner avec un territoire qui ressemblait au nôtre, qui était donc les îles du Marais-Poitevin. Au-delà de ça, on aurait pu réintégrer Saint-James puisqu'on avait le droit à une commune en dehors de cette communauté de communes. Enfin bref, aujourd'hui, quoi qu'on en dise, quoi qu'on en fasse, c'est fait, c'est acté, et je dirais que notre avis importe peu puisque le préfet l'avait déjà décidé depuis longtemps. Il a rebondi sur effectivement le territoire qui est en cours de création avec le SCOT entre autres, et voilà. On lui a donné toutes les cartes pour qu'il le fasse. Donc c'est fait, donc on n'est pas pour, donc on s'abstiendra jusqu'au bout. Ouais. J'ai une différence quand même de vue avec vous sur le fait des alliances, pour 2 raisons. Alors première, le fait d'avoir une structure qui est suffisamment puissante pour aller discuter avec les partenaires. Je vous rappelle que les partenaires demain ce sera la région, et que dans la région, quand on discute de ce qui va se passer et des actions régionales sur le territoire, même si un des représentants de cette communauté de communes est vice-président du conseil régional, ça n'est pas suffisant donc pour faire basculer un certain nombre de choses, et qu'on va avoir en face de nous des très grosses agglomérations comme Nantes, Saint-Nazaire, Le Mans, Laval, et que plus on aura de poids et de représentativité, mieux ça vaudra. Le deuxième point, je rappelle que les intercommunalités ont pour principale compétence l'économie, et que nos principaux partenaires aujourd'hui dans le domaine économique, c'était plutôt le Pays de Saint-Hermine avec le Vendéopole. On en a parlé tout à l'heure. Et donc, vous voyez que... du Scott de Luçon, c'est bien le SMPVA aujourd'hui qui nous a raccroché à Saint-Hermine. Aujourd'hui, s'il n'y avait pas eu le SMPVA, on n'aurait peut-être pas été... Oui, mais justement, ça va dans ce sens-là. C'est pour vous dire que, parce que je n'avais pas terminé ma phrase, que le fait des regroupements n'est pas si simple que ça à déterminer. De différents points de vue, bien sûr, on peut trouver un avantage d'un côté ou de l'autre, mais que dans le pragmatisme que l'on doit avoir, en particulier sur un certain nombre de compétences, et là je suis d'accord avec vous, qui nous sont imposées, et bien à partir de là, on essaye de tirer le meilleur parti possible des nouveaux textes, de manière à avoir les retombées sur le territoire qui sont les plus importantes possibles, parce que du coup c'est la défense de nos populations qui sont importantes. Et dans ce cadre-là, je pense que, et dans une défense de la ruralité, plus on aura de poids dans les discussions, mieux ça vaudra. Donc c'est pour ça que moi j'étais fervent partisan, même un des initiateurs de la regroupement de ces 4 communautés de communes. Voilà. Donc si vous le voulez bien, donc je vais le soumettre à votre vote. Qui s'abstient? Qui est pour? Donc 23 voix pour, 4 abstentions. Donc je vous remercie. Nous avons donc maintenant les 2 délibérations qui ont été rajoutées, avec la 32e subvention du FIPD pour l'acquisition de gilets pare-balles. La parole est à Monsieur Bonnat. Merci Monsieur le maire.
Bon, tout simplement, comme dans l'énoncé de cette délibération, c'est une demande que l'on fait donc, au Fonds interministériel de prévention de la délinquance, donc pour aider au financement de l'acquisition de nouveaux gilets pare-balles pour la police municipale. Sachant que les gilets qu'ils ont actuellement, parce qu'ils en ont, hein, mais ont quand même une certaine vétusté, hein, et donc il faut des gilets maintenant de nouvelle génération. Donc on vous propose d'acquérir, de solliciter une subvention donc, pour le financement de l'acquisition de 4 gilets pare-balles pour un montant de 1 284 € TTC et d'autoriser monsieur le maire ou moi-même à signer donc, les documents afférents à ce dossier. Voilà, quel dommage qu'on n'ait pas pu offrir un gilet pare-balles hier à notre Gaulle français, parce que bon. Y a-t-il d'autres interventions de haut niveau, monsieur Nolot? Il y a des poteaux encore. Oui, au-delà de la blague, bien sûr qu'il faut équiper les policiers municipaux de gilets pare-balles récents, puisque si avant il fallait qu'ils courent pour pas attraper de la chevrotine, aujourd'hui c'est courir pour pas prendre peut-être, on ne l'espère pas, une balle de Kalachnikov, donc évidemment c'est pas le même gilet pare-balles. Au-delà de ça, c'est bien d'équiper les policiers de gilets pare-balles. Maintenant, si c'est pour affronter des Kalachnikov avec des couteaux à beurre, ça sert pas à grand chose. Oui, c'est un débat, j'ai vu que le préfet avait ce débat-là, d'équiper les policiers d'armes. Voilà, il y a des choses qui peuvent se faire et on est pour, on est contre, on a une position, mais c'est vrai que équiper la police juste de gilets pare-balles. Aujourd'hui, je sais pas avec quoi ils sont équipés, je sais même pas s'ils ont un équipement de défense. Oui, ils ont des tourfas, ils ont des choses comme ça, mais c'est vrai que c'est une grande discussion avec les préfectures à l'heure actuelle et des idées un petit peu divergentes. Les policiers à rentrer chez eux et les gendarmes à rentrer chez eux avec leurs armes de service. Je pense que ces personnes-là peuvent être aussi formées à la même chose. Je ne vois pas pourquoi. C'est un autre débat. Oui, c'est un autre débat. Mais je dirais que c'est une chose qui accompagnera certainement une autre chose. Mais je suis d'accord avec vous, il faut tout faire pour assurer la sécurité donc, de nos policiers municipaux dans un cadre qui est un cadre aujourd'hui quand même assez surprenant, assez délétère de ce que l'on peut voir. C'est vrai que le fait d'attirer la foudre de gens uniquement parce qu'on porte un uniforme et qu'on représente tout simplement l'ordre, c'est quand même assez déroutant jusqu'à en vouloir à la vie de ces gens qui sont malgré tout les humains. C'est tout à fait déconcertant. Je pense que tout à fait choquant. De ça, on peut se sentir protégé à Luçon et on l'est. Hein. Oui. Mais on a bien vu que les menaces aujourd'hui de groupes extrémistes comme Daesh d'attaquer des plages côtières, et je vous conseille de regarder un peu Der Spiegel, l'article de Der Spiegel et la première page qu'ils ont faite aujourd'hui. Les Allemands n'osent même plus aller maintenant sur les plages européennes de peur, parce que les menaces sont très élevées. Donc effectivement, on est à Luçon, mais on n'est jamais à l'abri d'un déséquilibré. Hein. Autant équiper les gens qui seront en première ligne si ça devait arriver. J'espère que ça n'arrivera pas. Mais on ne peut pas envoyer des gens en casse-pipe sans rien. On est bien d'accord. Merci de cette intervention. Avez-vous d'autres remarques ou questions? Donc je le soumets à votre vote. Y a-t-il des contre, des abstentions? Donc qui est pour? À l'unanimité, donc je vous en remercie. 33e et dernière délibération. Agence de services aux collectivités locales de Vendée, autorisation portant sur la division par 2 de la valeur nominale des actions et corrélativement la multiplication par 2 du nombre d'actions, ainsi que sur la modification des statuts. Sur ce sujet passionnant, c'est M. Bonin qui va intervenir. Bon, si vous voulez, je vous lis toute la délibération. En fait, c'est très simple. Hein. Donc, cette agence qui est une SPL, l'Agence des services aux collectivités locales de Vendée, avant, la ville de Luçon avait une part donc, de 500 €. Il y avait 450 collectivités qui abondaient. Là, demain, comme donc cette SPL, il y a donc des gens qui adhèrent, enfin des collectivités qui adhèrent de plus en plus nombreuses. On peut penser que très rapidement, dans les 2 années qui viennent, on va passer de 450 à près de 900. Donc à partir de là, ce qui a été prévu, c'était donc de diviser par 2 le montant de la cotisation, de façon à pouvoir permettre ensuite après, donc effectivement, de diminuer cette adhésion par collectivité.
Simplement aujourd'hui, donc pour la commune de Luçon, eh bien, ce n'est pas une part, mais ce sont donc 2 parts de 250 € que l'on vous propose donc de voter ce soir, ce qui revient au même pour l'instant, sachant que dans les années qui viennent, après, on passera certainement à une action à 250 €. Le principe du NSPL, il y a toujours les collectivités qui participent. Voilà, d'accord. Voilà donc ce qu'on vous propose dans cette délibération. Je ne vais pas vous la lire entièrement. Donc le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve les modifications exposées, autorise moi-même, en tant que représentant de la commune à l'Assemblée générale extraordinaire de l'agence, à voter en faveur de la division par 2 de la valeur nominale des actions et corrélativement de la multiplication par 2 du nombre d'actions du montant du capital social restant inchangé, de l'échange des 2 actions nouvelles d'une valeur nominale de 250 € contre une action ancienne d'une valeur nominale de 500 € et de la modification des statuts conformément aux modalités détaillées ci-dessus, et de donner tout pouvoir en tant que représentant de la commune à l'Assemblée générale extraordinaire de l'agence pour mettre en œuvre cette décision et accomplir les formalités et actes nécessaires. Voilà. Parce que c'est une réduction de parts. Faut que toutes les communes valident à l'unanimité les... Oui. Ouais. S'il y en a une qui va falloir Comment ça se passe? Non, mais toutes les collectivités aujourd'hui sont à 500 €. Oui. Donc on leur propose de passer à 2 fois, donc 250. Donc c'est ce qu'elles vont faire, parce qu'elles adhèrent toutes. Donc il n'y a pas de... Ça veut dire qu'il y a une part qui, à un moment donné, sera cédée par la ville à une autre commune. Tout à fait, c'est ce qui va se passer dans les 2 années qui viennent. Ouais. L'année prochaine, voilà, on nous demandera certainement de statuer pour une participation à une seule part. Mais pour l'instant, on conserve les 2 parts à 250. Il n'y avait pas possibilité d'augmentation de capital sur cette chose-là? Mais peut-être qu'après, ça sera proposé. Tout dépend effectivement de l'évolution que ça va prendre. Là, en fait, c'est qu'ils ne savaient pas sur le nombre de... Ouais, voilà, c'est ça. Et comme il y a une explosion effectivement des adhésions, ils préfèrent prendre les devants. Alors peut-être qu'après, effectivement, la part du capital augmentera. Voilà. D'autres questions ou interventions? Donc je le soumets à votre vote. Qui est pour? Voilà, mes amis, je vous remercie donc de ce vote à l'unanimité pour la dernière délibération. Je vais donc clôturer... Oui, monsieur Nello? J'ai deux petites choses. J'ai vu dans les décisions du maire que ça avance très bien, a priori, pour la norme handicapée donc à la mairie. Parce qu'il faut le dire, quand ça avance, et là, a priori, ça a l'air d'avancer, donc c'est très bien. Deuxième point, j'aimerais, parce que aujourd'hui ça me touche personnellement et que voilà, je ne suis pas le seul, j'aimerais connaître votre position aujourd'hui sur l'absence de médecins et connaître la position exacte de la ville. On entend tout et on n'entend rien. J'aimerais absolument le savoir parce qu'aujourd'hui j'ai pas de médecin. J'ai passé tout le week-end au téléphone pour trouver un médecin. J'ai mon fils de 3 ans, voilà, j'ai pas dormi de la nuit. On a été dépanné à Nallier. Je veux savoir aujourd'hui quelle est la démarche exacte de la mairie et de savoir où on va réellement parce qu'on est dans une crise importante de la santé et j'espère ne fera pas de victimes. Alors aujourd'hui la ville ne ferme absolument aucune porte. On est en train d'étudier un petit peu tout ce qui peut se faire à l'extérieur, donc pour voir un petit peu ce qu'il en est. Mon sentiment personnel, parce qu'on est quand même dans un cadre, si vous voulez, d'un exercice de la médecine en France qui est quand même très 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 cadré. Moi je reste intimement persuadé que lorsqu'on regarde un petit peu ce qui se passe dans d'autres professions de santé, donc sur la France, que tant qu'on n'aura pas de numerus clausus d'installation des médecins, on aura un problème en France, quel qu'il soit. Qu'on regarde les statuts salariés, qu'on regarde les statuts, etc. De toute façon, on aura le même problème derrière de gens qui ne veulent pas s'installer quelque part. Moi, je reste à dire que on a aujourd'hui des praticiens qui sont rémunérés par de la sécurité sociale. La sécurité sociale est de l'argent public. On le veuille ou non, cet argent est payé par nos cotisations des uns et des autres. Et j'en veux pour preuve d'ailleurs que si jamais demain on supprimait la sécurité sociale, les revenus des médecins en moyenne diminueraient considérablement. Et la preuve en est, c'est que qu'on m'explique sinon pourquoi le principal syndicat de médecins généralistes, j'ai oublié son nom,
MG France, je crois, MGF, hein, est le seul à rester dans les discussions avec la sécurité sociale parce qu'on leur promet une augmentation de 2 euros de la consultation. Si jamais d'ailleurs il n'y avait pas des intérêts qui étaient des intérêts financiers des praticiens, il n'y aurait pas cette situation. Eh bien moi je suis désolé, argent public, service public. Donc, être un libéral, c'est quoi? C'est pouvoir exercer son métier dans le cadre où on a envie de l'exercer. Très bien. Les gens qui veulent l'exercer en dehors d'un numerus clausus d'installation, c'est-à-dire rendant le service à la population, eh bien, ils ne sont pas remboursés par la sécurité sociale, point final. Et ceux qui sont remboursés par la sécurité sociale, ils rendent le service à l'ensemble du territoire, puisque nous payons tous les mêmes charges, c'est le numerus clausus d'installation. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a un certain nombre de personnes qui sont en train d'en parler. Il y a l'Assemblée des maires, il y a, comme moi aujourd'hui, mais on voit aussi, par exemple, un certain nombre d'associations de consommateurs qui commencent à toucher à ce qui était aujourd'hui, autrefois, la liberté d'installation, dans le cadre, je le répète, d'un remboursement par la sécurité sociale. Donc je pense que ça, il y a aussi une pression à faire auprès de nos dirigeants, quels qu'ils soient. Parce que moi, à mon époque, j'avais eu une discussion assez vive, et Dieu sait s'il en était capable avec Roselyne Bachelot sur ce sujet-là. On n'en est pas venu aux mains quand même, mais on a eu une discussion quand même assez vive et qu'aujourd'hui je pense qu'il va falloir faire le pas sur ce côté-là. C'est une des solutions. L'autre solution, c'est peut-être aussi d'interdire au bout d'un moment d'avoir des médecins remplaçants qui sont des médecins professionnels remplaçants. Nous avons besoin de praticiens. Ils ont été formés par la collectivité, leur formation a coûté suffisamment cher, ils sont remboursés par la sécurité sociale. Donc je pense qu'on a une réflexion à faire. Alors ça, c'est mon intime conviction, vous voyez la manière dont j'en parle. Il y a peut-être deux solutions. Moi, je suis fermé à rien du tout. Alors, qu'est-ce que nous faisons à l'heure actuelle dans la ville de Luçon? Alors, je vous rappelle qu'on a quand même créé cette maison de santé pluriprofessionnelle qui nous a permis d'avoir 3 médecins supplémentaires, hein, qui ne sont pas... qui ne sont pas, si vous voulez, heureusement qu'on les a eus, et qu'aujourd'hui on a encore la possibilité d'avoir 2 médecins donc supplémentaires. Nous passons des annonces, nous sommes en train il y a un colloque auquel on doit aller, on cherche. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, et je regarde un petit peu comment on peut faire, pourquoi la ville de Luçon a plus de difficultés que par exemple Saint-Michel-en-Lerme ou d'autres communes à attirer un médecin. Il y a une raison simple à ça, c'est que nous ne sommes pas dans une zone, c'est la zone blanche, hein, c'est ça, franche, pardon, zone franche. Zone franche, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tout simplement, c'est reconnu par l'ARS qu'il n'y a pas assez de médecins. Et à ce moment-là, les médecins touchent d'abord des subventions pour pouvoir s'installer. Deuxièmement, sont exonérés de taxes professionnelles et touchent 1 euro de plus par consultation. Pourquoi nous ne sommes pas dans cette zone franche? C'est tout simplement parce que nous avons un hôpital et qu'ils considèrent que sur le territoire, on a suffisamment de médecins. C'est pas du tout la même chose. Donc là-dessus, je ne suis absolument pas d'accord et nous sommes en train de regarder comment on pourrait rentrer donc dans ces zones franches, parce que nous avons un véritable problème aujourd'hui de médecins. Vous n'avez pas de médecin. Moi, je viens d'en trouver un, mais bien loin de Luçon, hein, malheureusement. Donc, on est dans le même cas. Et je pense qu'il y a beaucoup d'actions à faire dans ce domaine. Il va y avoir un déplacement qui va avoir lieu. Je suis content de l'avoir entendu là-dessus, parce qu'aujourd'hui, c'est pas... effectivement, sur les raisons, les causes et tout ça, on le sait, on en a déjà parlé et on est d'accord. Aujourd'hui, on est vraiment dans une urgence. Voilà, on est bien d'accord. Hein. Demain, on a un arrêt maladie, un arrêt de travail. On fait quoi? On va où? On voit qui? Demain... Je dirais que le pire aujourd'hui, il faut tomber malade le samedi ou le dimanche parce qu'il y a un médecin de garde. Bon, on a passé 5 coups de téléphone, on a passé 2 heures au téléphone pour en avoir un le lundi matin. Mais je me mets à la place d'une personne âgée qui a alité, qui peut pas bouger. Qu'est-ce qu'elle fait? On bouge, hein. On bouge. Le problème, c'est que c'est un phénomène national, contrairement à ce que me disent certaines personnes en disant c'est un phénomène luçonnais. Non, c'est un phénomène national. Il faut quand même être. Il faut bien être. Mais il faut y arriver. Il faut arriver à quelque chose aujourd'hui. Alors, je ne sais pas sous quelle forme on peut le faire, mais il faut le faire rapidement parce qu'il va y avoir des soucis très rapidement. Non, mais on est bien d'accord, hein, on y travaille et bon, il va y avoir un déplacement qui va être fait entre les personnes de la ville de Luçon, donc M. Bonin va y être. Madame Thibault n'était pas ce jour-là, mais avec la DSP, etc., pour voir un petit peu ce qui se passe dans d'autres endroits et voir si jamais on n'a pas des solutions. On va les étudier, les regarder, hein, même temporaires. Mais moi, je suis
moi, je vous avoue que je suis assez agacé, scandalisé, parce que l'injustice quand même, va même plus loin. Parce que je vous parlais donc des cotisations qui sont payées par les Luçonnais autant que les personnes des grandes villes, hein, dans lesquelles sont concentrés des médecins et pour lesquels il n'y a pas de ces problèmes-là. Mais c'est même pire que ça. C'est que des maisons de santé pluriprofessionnelles comme celles qu'on a, elles sont payées par qui ? Elles sont payées bien sûr en partie par la région et par les départements, mais elles sont payées en grande partie par les gens localement. Ça veut dire que non seulement on paye à travers nos cotisations l'accessibilité à un soin, mais on le paye en plus par nos impôts locaux. C'est profondément injuste au regard tout simplement de la moralité d'argent public. Parce que je parle bien de moralité d'argent public. Aujourd'hui, on va jusque-là. Donc je pense que quelque part, la véhémence avec laquelle je suis en train d'en parler est en train de gagner beaucoup de maires de petites communes et de communes rurales, parce que on en est là. Et dans les déplacements dont je vous parlais tout à l'heure, pour aller voir un petit peu ce qui se passe ailleurs, il y a aussi la présidente des maires de Vendée qui sera présente pour voir un petit peu comment l'AMF va pouvoir intervenir. Oui, il y a le maire de Saint-Gemme aussi qui va intervenir. Voilà. Donc je pense que là-dessus, toute solution... Au-delà de ça, on est quand même dans un territoire qui est compliqué. On n'est pas quand même sur le Bocage ou sur la côte qui connaissent une croissance exponentielle. On a un programme leader qui nous suit sur le sud Vendée. Aujourd'hui, ne plus avoir de médecins, pas que Luçon, hein, mais le sud Vendée en général, pas de Fontenay, mais Fontenay est un peu mieux loti, mais dans... Ah non, ça y est. Ah ouais, c'est pareil. Ça y est, ils sont dans les mêmes ratios. Ils y sont passés. La Roche-sur-Yon est dans les mêmes ratios. Oui. Donc nous, Sud-Vendée, si on veut un développement économique et un développement démographique, on est obligé de passer par un médecin, parce que personne ne va venir dans un territoire où il n'y a pas de médecin aujourd'hui. Il faut que les services publics soient identiques ici comme ailleurs. Voilà. On est bien d'accord. Il faut qu'on trouve une action rapidement. Mais moi, je suis preneur de toutes bonnes idées, hein, au bout du compte, pour pouvoir avancer. Mais je pense que c'est surtout sur des idées aussi simples que j'ai énuméré, qu'il y ait vraiment une cohésion entre nous pour monter au crédit. Là, je dirais qu'aujourd'hui, dans la semaine, dans les 15 jours, il faut qu'on ait une solution temporaire pour pouvoir avoir un médecin. Alors après, c'est à l'ARS de trouver quelque chose. Vous savez que l'ARS, quand on leur pose la question, ils nous disent que ce n'est pas notre problème. Ouais, enfin, il me semble que le préfet est dans l'obligation de nous trouver un médecin référent ou un médecin... C'est plus référent, c'est... Ah oui. Ouais. C'est pas la loi, hein. C'est une règle sécurité sociale. Ouais. Donc, ouais. Pour se faire rembourser. Ouais. Alors, non, pas pour se faire rembourser, pour être mieux remboursé. Pas tout à fait la même chose. Ouais. C'est le nomadisme, mais... Ouais, c'est pour éviter le nomadisme médical, mais il n'existe pas, il ne peut plus exister chez nous parce qu'on a peur, mais par contre dans les grandes villes, elles existent encore. D'où la profonde injustice qui peut exister. Voilà, donc là nous avons un combat commun à suivre. Voilà mes amis, donc je vais lever la séance, mais pour terminer, puisque je suis violemment tombé du côté des sexagénaires, et donc je suis arrivé à la moitié de ma dure vie sur la planète, je vous invite à arroser ça donc dans la pièce à côté, en me souhaitant bien entendu une deuxième partie de vie aussi riche que la première. Je vous remercie.